Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un livre qui promet beaucoup. Enchantement, de Guy Kawasaki. L'idée, c'est de comprendre comment on peut, comment provoquer un changement volontaire et durable chez les autres. Et attention, on ne parle pas du tout de manipulation, plutôt de créer un réel plaisir, un vrai ravissement. C'est exactement ça. Le mot enchantement, l'enchantement, il est vraiment clé. Kawasaki, il ne parle pas de forcer la main. C'est l'art de transformer des situations, des relations. D'ailleurs, il commence avec une anecdote assez incroyable pour poser son idée. Imaginez une femme aux Philippines qui voit débarquer chez elle des rebelles lourdement armés. Ah oui, le scénario catastrophe. On imagine tout de suite la panique, la peur. Bah justement, pas du tout. Elle, au lieu de paniquer, elle s'exclame un truc du genre Ah, Dieu merci, vous voilà, je vous attendais, entrez donc prendre un café. C'est fou. Le chef des rebelles est tellement décontenancé qu'il pose son arme et il s'assoit. Et d'un coup, juste par son hospitalité inattendue, elle a complètement transformé une confrontation en une conversation. Voilà. C'est ça le cœur du livre. L'enchantement, ce n'est pas une transaction, c'est une transformation qui remplit les gens d'un grand délice. C'est une base de départ très, très puissante. Alors, comment on fait? Par où est-ce qu'on commence? Kawasaki dit que ça part de soi, en fait. Avant même de penser à enchanter les autres, il faut être une personne enchantante. Et ça commence par deux choses. Être aimable et digne de confiance. Oui, et son premier conseil est d'une simplicité presque désarmante, le sourire. Mais pas n'importe quel sourire. Non, exactement. Il parle du sourire de Duchenne, du nom du neurologue français qu'il a identifié au XIXe siècle. Ah oui, le fameux vrai sourire. C'est fascinant parce que la différence est purement mécanique en fait. Un sourire forcé, social, ça n'active que le muscle qui remonte les coins de la bouche. Mais le vrai sourire, lui, il enclenche aussi le muscle autour de l'œil. C'est ce qui crée les petites rides, les fameuses pattes doigts. Exactement. Et ça, on ne peut pas vraiment le feindre. L'astuce que donne Kawasaki, c'est que pour produire un vrai sourire, il ne faut pas se concentrer sur ses muscles, mais penser à quelque chose d'agréable. C'est un indicateur de sincérité que notre cerveau il détecte tout de suite. Et ce sourire, c'est la base de la première impression, avec d'autres choses comme la tenue, bien sûr. Sur la tenue, son conseil est intéressant. Il ne dit pas qu'il faut être le mieux habillé, mais de viser l'égalité. Ne pas chercher à dominer, ni à l'inverse, à manquer de respect. L'idée, c'est de créer un sentiment de pair à pair. Un peu comme pour la poignée de main d'ailleurs, pour laquelle il existe carrément une formule scientifique. C'est presque comique, mais ça se tient. Contact visuel, le fameux sourire de Duchenne, une fermeté correcte et puis une durée de 2 à 3 secondes. Mais bon, ce qui est vraiment profond, c'est que ces techniques de surface, elles ne fonctionnent que si elles reposent sur une philosophie sincère, l'acceptation des autres. C'est ça. On ne peut pas faire semblant d'être aimable très longtemps. Impossible. Et pour cultiver ça, cette acceptation, Kawasaki propose 4 piliers. D'abord, personne n'est binaire, personne n'est juste bon ou mauvais. On est tous complexes. Deuxièmement, et c'est une sacrée leçon d'humilité, tout le monde est meilleur que nous dans au moins un domaine. J'aime beaucoup cette idée. Ça change radicalement la façon dont on aborde les gens, non? On n'est plus en mode jugement, mais plutôt en mode qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Précisément. Troisième pilier, on est plus similaires que différents. On partage les mêmes espoirs, les mêmes peurs. Et enfin, le quatrième, tout le monde mérite de la compassion, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens traversent. En adoptant ça, l'amabilité devient naturelle, et de là découle la confiance. Et pour parler de confiance, il utilise un mot yiddish que je trouve magnifique. Mensch. Un mensch, si j'ai bien compris, c'est plus qu'une bonne personne. C'est quelqu'un d'intègre, de juste. C'est l'incarnation de la droiture, oui. L'anecdote qu'il raconte sur l'acteur James Garner est l'illustration parfaite de ça. Garner engage un auteur, John Winocour, pour coécrire sa biographie. Au moment du contrat, Garner lui propose un partage des revenus à 50-50, ce qui était incroyablement généreux. Il aurait pu lui offrir beaucoup, beaucoup moins. Une offre que Winokur n'aurait jamais osé demander, c'est sûr. Exactement. Alors Winocour, stupéfait, le remercie pour sa générosité, et là, la réponse de Garner est un chef-d'œuvre. Il fait semblant de ne pas comprendre et dit vraiment, fallait me le dire avant, j'aurais pu vous avoir pour moins cher. C'est l'élégance même d'un mensch. Il désamorce le compliment avec humour. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça se connecte à un autre principe du livre. Donner pour des raisons intrinsèques. La confiance, elle ne naît pas d'une attente de retour. Le geste de Garner, il n'était pas calculé. C'était authentique.
Et c'est ce désintéressement qui forge une confiance indestructible. D'accord. Donc, si la base, c'est d'être une personne aimable et digne de confiance, comment on applique ça à un projet, une idée? C'est là qu'il devient très pragmatique avec sa notion de cause. Oui, il dit qu'il faut faire quelque chose de grand. Le produit, le service, l'idée, ça doit être bon en soi. Il définit une cause enchantante selon 5 qualités qu'il résume avec l'acronyme DICE en anglais. Ok, alors voyons ça. Le D, c'est pour profond, deep. C'est-à-dire que la cause est riche, qu'elle anticipe les besoins futurs. Le I, c'est pour intelligente. La cause résout un problème de manière astucieuse. Le C, pour complète. L'expérience ne s'arrête pas au produit. Elle inclut le service après-vente, le support, tout. Tout l'écosystème. D'accord. Le deuxième E, c'est pour responsabilisante, empowering. Une grande cause rend les gens meilleurs, plus efficaces. Et le dernier E pour élégante. Le design, l'expérience utilisateur. Mais même avec le meilleur produit du monde, on se heurte souvent à l'inertie des gens. Comment on les fait passer à l'action? C'est un point crucial. Pour Kawasaki, avoir une grande cause, ça ne suffit pas. Il faut rendre l'action désirée, ridiculement facile. Son anecdote sur les poubelles pendant une fête est une leçon magistrale de design, pardon. Ah oui, celle-là, elle est excellente. Il organise une fête, il met 2 grandes poubelles, une classique, ouverte, l'autre avec un couvercle percé d'un trou rond, juste de la taille d'une canette, et il ne donne aucune consigne de tri. J'imagine le résultat. Sans appel. Totalement. À la fin, la poubelle à trous ne contenait que des canettes et des bouteilles, parfaitement triées. Tous les autres déchets étaient dans la poubelle ouverte. Personne n'a eu à réfléchir, le design a tout fait. Sa conclusion est puissante, hein. En créant des chemins fluides, on peut guider les comportements sans effort. Il faut faire en sorte que la bonne action soit la plus simple à faire. C'est un principe de génie. Une fois qu'on a un bon produit et qu'on a rendu son adoption facile, il faut communiquer. Et là, son conseil sur le message est simple. Court, simple et efficace. Facile à avaler. L'exemple qu'il donne est parfait. Le slogan du métro de New York après le 11 septembre, If you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. On ne peut pas faire plus clair. C'est mémorable, ça définit un problème et une solution en 6 mots, c'est facile à répéter, c'est l'essence d'un message qui s'ancre dans les esprits. Mais même avec tout ça, la bonne cause, le chemin facile, le message clair, il y a toujours de la résistance. La peur du changement, l'inertie. C'est là qu'intervient le concept de preuve sociale. L'idée, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils devraient faire, mais de leur montrer ce que des gens comme eux font déjà. C'est un levier psychologique très très puissant, mais il peut aussi être dangereux si on l'utilise mal. L'étude menée dans le parc de la forêt pétrifiée en Arizona est édifiante. Oui, les responsables du parc essayaient d'empêcher les visiteurs de voler des morceaux de bois pétrifiés. Exactement. Les chercheurs ont testé plusieurs panneaux. Le premier disait, en gros, beaucoup de visiteurs ont emporté du bois, ce qui altère le parc, avec une image montrant plusieurs personnes en train de le faire. On pourrait penser que ça dissuade en nous montrant les conséquences. Eh bien, ça a été une catastrophe. Le vol a triplé par rapport à quand il n'y avait aucun panneau. En disant beaucoup de gens le font, même pour s'en plaindre, le message involontaire, c'était c'est normal de le faire. Le panneau a validé la mauvaise action. C'est faux. En voulant bien faire, ils ont massivement aggravé le problème. C'est un piège énorme. Quelle était la solution alors? Un autre panneau, beaucoup plus simple, s'il vous plaît, n'emportez pas de bois pour préserver le parc, avec l'image d'une seule personne barrée en rouge. Et là, le vol a bien diminué. La leçon est subtile mais vitale. Il faut toujours mettre en avant le comportement désiré et non pas normaliser celui qu'on veut éviter. D'accord. Bon, on a enchanté les gens, ils ont adopté notre cause. Mais le vrai défi, c'est de faire durer cet enchantement. Comment on évite que ça ne s'estompe? C'est la question de la durabilité, oui. Et là, un des concepts les plus puissants, c'est la réciprocité. L'exemple historique que donne Kawasaki est un des plus beaux que j'ai jamais entendu. C'est une histoire entre Columbia, en Caroline du Sud, et New York. Racontez-nous. On est en 1867, juste après la guerre de sécession. La ville de Columbia est en ruine, ravagée par des incendies. Et pour se battre contre les flammes, ils ont des seaux. En apprenant ça, les citoyens de New York se cotisent et offrent un camion de pompiers tout neuf à Columbia. Un geste de pure générosité dans un pays fracturé. Un geste incroyable pour l'époque.
On est le 11 septembre 2001. New York perd des dizaines de pompiers, plusieurs véhicules. À Columbia, des écoliers entendent de parler de cette vieille histoire de camion. Ils se mobilisent, lancent une collecte et récoltent presque 450 000 dollars. Ils achètent un nouveau camion et ils l'offrent à la ville de New York. Ils honorent une dette morale vieille de plus d'un siècle. C'est une histoire extraordinaire. Ça montre la puissance d'un don pur, sans attente de retour, qui peut créer des vagues à travers les générations. Exactement. Et en s'inspirant de ça, Kawasaki donne un conseil très pratique pour le quotidien. Il cite le psychologue Robert Cialdini. Quand quelqu'un nous remercie pour quelque chose, au lieu de répondre de rien, il suggère de dire je sais que vous feriez la même chose pour moi. Ah, c'est tellement plus intelligent, ça change complètement la dynamique. On ne clôt pas la conversation, on l'ouvre sur une relation future. Précisément. Cette phrase, elle fait trois choses. Elle renforce le lien, elle valorise l'autre en le considérant comme quelqu'un d'honorable, et elle transforme un service ponctuel en une relation d'entraide. C'est une micro-interaction, mais elle est profondément enchantante. Une autre clé pour faire durer l'enchantement, c'est de construire un écosystème. C'est un mot un peu à la mode, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ici? L'idée, c'est de bâtir une communauté qui complète la cause. Pensez aux premiers utilisateurs Apple, qui ont défendu le Macintosh bec et ongle quand tout le monde se moquait d'eux. Ils étaient plus que des clients, ils étaient des évangélistes. Ou le HOG, le Harley Owners Group pour Harley-Davidson. Posséder une Harley, ce n'est pas juste acheter une moto. C'est acheter un ticket d'entrée dans une culture. C'est l'exemple parfait. Ou les milliers de développeurs qui créent des applications pour l'iPhone. Sans cet écosystème, l'iPhone ne serait qu'un bel objet. Ce sont les apps qui lui donnent sa valeur. Cet écosystème renforce la cause et crée un sentiment d'appartenance qui rend très difficile de quitter le navire. C'est l'enchantement à grande échelle. C'est fascinant de voir tous ces outils. Mais ça m'amène à une question. Si ces techniques sont si puissantes, elles peuvent aussi être utilisées à mauvais escient. Comment on s'en protège? C'est un point tellement essentiel qu'il y consacre un chapitre entier. Comprendre l'enchantement, c'est aussi apprendre à y résister. Et un de ses conseils est paradoxal, il nous dit de nous méfier de l'exemple unique. C'est paradoxal, parce qu'il vient de passer tout le livre à nous montrer la puissance des histoires personnelles. Voilà, c'est là qu'est la nuance. Une histoire personnelle est un outil de communication incroyable. Mais elle devient dangereuse quand elle est utilisée pour invalider un large consensus de données. Kawasaki prend l'exemple des controverses sur l'évasion. Un témoignage personnel très poignant d'un parent peut avoir un impact émotionnel dévastateur, bien plus qu'un tableau de statistiques. Mais il ne faut jamais laisser cette anecdote l'emporter sur des décennies de recherche. Il faut savoir reconnaître quand une histoire est une illustration et quand elle devient un leurre. Un autre grand danger qu'il souligne, c'est la pression du groupe, la tendance à suivre la foule. L'histoire du physicien Richard Feynman, qui enquête sur l'accident de la navette Challenger, en est une illustration. Tragique. Mais la direction a ignoré les avertissements. Et pourquoi? Par arrogance? Moins par arrogance que par auto-persuasion collective. Ils se sont convaincus les uns les autres que le risque était quasi nul. Pourquoi? Parce que retarder le lancement, c'était inenvisageable, politiquement, médiatiquement. La pression de se conformer à la décision du groupe a été plus forte que les données. La leçon de Feynman est brutale. Il faut toujours cultiver le doute et se méfier de la mentalité de meute. Pour résumer un peu cette exploration, ce que je retiens, c'est que l'enchantement selon Kawasaki, ce n'est pas un ensemble de trucs ou de techniques. C'est une philosophie, une approche globale qui commence par être soi-même quelqu'un de bienveillant et de fiable, pour ensuite créer quelque chose de valeur pour les autres. C'est une démarche qui cherche à élever les gens, pas juste à leur vendre un produit. Les principes qu'on a vus vont du plus intime, comme un sourire sincère, au plus stratégique, comme la construction d'un écosystème. Absolument. C'est un cadre de pensée qui s'applique à tout, de la manière dont on interagit au quotidien à la façon dont on lance une entreprise. Et toute cette discussion, surtout sur la résistance, ça laisse une question essentielle en suspens. Une question à méditer, je crois. Kawasaki dit que la pureté de l'intention, c'est ce qui distingue l'enchantement de la manipulation. Mais où se situe la frontière exacte? Comment on peut juger de cette pureté, non seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes? C'est une réflexion importante à garder à l'esprit.